Voilà, non, non, l'animal n'est pas euthanasié, non. Mm. Voilà, directement, voilà. Mm. Pour ma part, la façon de faire sur la ferme, c'est que l'animal il est abattu directement sur son lieu de vie. Comme ça se fait en Suisse, par exemple, il y a un éleveur, là, il y a un petit documentaire qui tourne où on voit comment il pratique, hein, il abat l'animal directement au milieu du troupeau. Voilà, ben on fait pareil. Et ça se passe très bien. Quand je fais pour des veaux, ben c'est pareil, ça se passe très bien. Moi, ce que je fais en fait, c'est que j'abats jamais les animaux avant qu'ils soient sevrés, quoi. Par exemple, pour un veau, ben moi, j'abats pas un veau avant qu'il ait 8 9 mois, quoi. La mère, elle veut plus avoir le veau elle veut plus avoir à le nourrir, donc elle est détachée de lui. Ça veut dire que la mère va pas passer 2 3 jours à chercher à brailler parce que son veau est plus là, quoi. Bon. En tant que consommateur et membre de la Confédération paysanne, je voudrais te proposer, enfin de te demander si c'est possible de faire une action directe chez toi, comme on faisait encore dans les années antérieures, il y a longtemps. On a eu fait des actions directes qui avaient marché. Parce que si te menacent de prison et tout, c'est complètement incompréhensible. Enfin, c'est nul et complètement. Alors, je voulais savoir si on pourrait faire une action, quoi, une action directe quand ils vont venir t'emmerder. Donc en fait, ben justement, il faut se rapprocher de l'association quand l'abattoir vient à la ferme, hein, la Confédération paysanne en fait partie. Et donc par rapport à ça, ben, en fait, il y a de plus en plus de groupes d'éleveurs sur différents départements qui sont en train de s'organiser pour qu'on aille dans le même sens et faire bouger la législation de manière à pouvoir le pratiquer en toute légalité et qu'on nous donne les moyens d'avoir les outils nécessaires pour le faire. Je voulais revenir aussi là-dessus, c'est par rapport à la traçabilité. Moi, je peux garantir aux gens, quand on fait tuer un cochon, par exemple, que c'est bien le sang, c'est bien les abats, c'est bien l'animal qui a été tué. Voilà. Il n'y a pas de problème de traçabilité. Parce que quand on va à l'abattoir, on n'est pas toujours sûr de ramener, de récupérer ce qu'on amène. Donc voilà, de ce côté-là aussi. Et aussi sur le fait, eh bien, ça arrive, il peut y avoir un problème sur l'animal. Et bien là, on peut le voir, le contrôleur qui serait habilité à faire le contrôle peut nous expliquer, vous voyez, ça, il y a un problème, machin, tout. Et du coup, il y a aussi une relation de confiance, parce qu'à l'heure actuelle, on ne rentre pas dans les abattoirs. Votre quartier de viande, il est saisi, mais on ne vous donne pas plus d'explications que ça, vous ne pouvez pas le visualiser. Donc il y a toujours un peu de suspicion. Et bon, voilà, c'est malsain, et ça serait mieux pour tout le monde qu'on puisse pouvoir pratiquer tout ça dans d'autres conditions, quoi. Oui, quand il s'agit de L214, je ne voudrais pas qu'à long terme, ils se trompent de cible. Parce que leurs actions ont bien montré le mal-être animal et je pense que quand il s'agit d'élevage industriel, j'y suis des fois rentré dedans, eh bien, les animaux ne peuvent pas être bien. Mais par contre, j'ai connu beaucoup de petits éleveurs. Les petits éleveurs, c'est tout autre chose. Ils ont un autre regard de leur travail. Et je ne voudrais pas qu'à long terme, ça nuise justement à ces petits producteurs. Parce que, à un moment donné, il faut savoir, est-ce qu'on doit devenir tous véganes ou est-ce qu'on peut librement pouvoir manger de la viande, notamment d'un élevage qui n'est pas stressé. Parce qu'effectivement, dans les élevages industrialisés, eh bien, il y a beaucoup de stress. Et le stress, eh bien, non seulement le stress, mais l'alimentation qu'on donne à ces animaux. Et L214 montre beaucoup cette souffrance alimentaire. Ce qu'elle oublie de montrer, qu'est-ce qu'on donne comme alimentation à l'animal? Est-ce que c'était les OGM comme à une certaine époque? Et je me souviens des semenciers qui mettaient du maïs partout. Ils mettaient du maïs partout, mais après aussi, eh bien, c'est les premiers qui ont institué aussi un élevage industrialisé de canards. Et d'un côté, on est pour les OGM, et après, on va dire, on va aider des petits éleveurs à monter des structures justement pour faire un élevage plus petit. Mais voilà, je pense qu'à un certain moment, on essaie de tromper le monde.
Alors, il y a des militants, bien sûr, qui militent pour de bon. Mais il y en a d'autres, aujourd'hui, je pense qu'ils sont aussi des sous-marins. Alors attention, alors je n'ai rien contre L214. J'estime qu'ils font un certain travail, ils ont l'audace. Moi, je suis aussi un militant sur autre chose, c'était les OGM à l'époque, je continue. J'ai eu des procès, j'ai eu dans la prison avec sursis, j'ai eu plein de choses. Mais justement, j'essaie de ne pas confondre les combats. Les combats, il est faux, mais si, à long terme, eh bien, ça se retourne contre le petit éleveur, puisque là, on parle d'élevage. Eh bien, moi, je dis non, parce que ces éleveurs-là, il est faux. Mais moi, j'ai l'impression que quelque part, eh bien, on essaie de les éliminer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on appelle grand et petit élevage? Là aussi est la question. Parce que moi, quand je vois du label rouge, où on arrive, mettons, à 50 000 poulets par an, pour moi, j'y suis rentré aussi dans ces élevages-là. Donc j'ai eu l'œil du militant, parce qu'il ne suffit pas d'être militant, il faut aller voir et constater. Alors quand vous me dites l'histoire des vétérinaires, à long terme, c'est pour vous faire peur. C'est pour, et puis vous ne pourrez pas tenir, parce qu'on va vous demander toujours plus. Alors l'industrialisation, elle a tout derrière pour les tenir, et que vous ne l'aurez pas. Alors justement, eh bien, s'il y a des associations qui veulent défendre, qui vous défendent, parce que je pense que ça a le mérite d'être défendu. Et quand vous parlez de la grippe aviaire, vous avez tout à fait raison, c'est bien ça, c'est l'industrialisation qui amène toujours, comment dire, bien les maladies. Hein, c'est toujours dans les groupes qu'on trouve les maladies, c'est pas quand les animaux sont en liberté, bien tenus. Alors on sait très bien que depuis de nombreuses années, vous avez changé aussi vos pratiques, puisque comme vous dites, vous avez vos propres ateliers de découpe, vous êtes aussi dans l'hygiène, peut-être plus qu'eux, parce que ben, vous avez moins de choses à gérer, enfin moins de choses. Vous en avez, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, quoi, c'est tout. C'était pour venir un peu à ce que vous avez pu dire, quoi. C'est tout. Ne nous trompons pas de cible. Je pense que les petits éleveurs, c'est comme les petits fermiers, les petits paysans, eh bien, ils doivent pouvoir continuer à vivre, et nous, consommateurs, on doit vous y aider. Mais de temps en temps, moi, il m'arrive effectivement d'aller sur des fermes, constater. Voilà, c'est tout. Finalement, tout ce que vous dites, ça correspond un peu à ce qu'on essaie de vous présenter tous les deux, là. Mais pour recevoir beaucoup de gens, chez nous à la maison, des gens urbains la plupart du temps, les associations L214 ou autres ne sont que, à mon sens, l'émergence d'une préoccupation de gens qui ont des modes de vie qui ont beaucoup changé. Donc aujourd'hui, il faut faire avec. Et ce sont des lanceurs d'alerte, on va dire. Il est évident que moi en particulier, je dis nous parce que c'est toute une équipe qui travaille avec mon épouse et mon frère, s'il y a des gens qui travaillent mal, si par exemple il y a un type qui fait venir donc des canards de Hongrie, de Bulgarie, qui travaillent dans de très mauvaises conditions, ça passe illico sur BFM TV, les gens ont l'information tout de suite, ils vont dire tu vois, et c'est tous des pourris. Donc ça porte tort à tout le monde, et c'est ce que vous avez expliqué. Et ça c'est effectivement donc embêtant. En même temps, la relation avec la nourriture a beaucoup changé. C'est-à-dire que s'il y a des gens aujourd'hui qui se posent des questions sur manger de la viande, parce que c'est un problème fondamental, nous on prend ça très, très au sérieux et on essaie d'y répondre. Donc l'explication, à mon sens, il faut regarder un peu sur le changement de société. Il y a 50 ans, à peu près dans les années 50-60, il n'y avait pas de frigo pour conserver la viande. Et donc les gens qui voulaient acheter de la volaille, par exemple, allaient acheter la volaille sur les marchés, parce qu'il n'y avait pas de supermarché. Deuxièmement, il n'y avait pas de frigo, donc on achetait la viande au jour le jour. Je parle chez nous, ici, à Villeneuve-sur-Lot, ou à Cahors, peu importe. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On ramenait la poule vivante sur la mobilette ou sur la moto, et on la saignait à la maison soi-même. D'accord? Ensuite, donc, on l'échaudait, et même les enfants, on tenait donc les pattes et les ailes. Ok?
Donc, ce n'était pas rigolo, mais on savait qu'à un moment donné, donc, la poule elle allait passer à la casserole, quoi. Et même si elle était donc dans la basse-cour, donc il fallait qu'elle y passe de toute façon, quoi. Parce que c'est familier, les poules, les oies et tout ça, on se familiarise beaucoup, quoi. Et pire avec les vaches, hein. Les vaches, alors là, donc, il y a une complicité même, hein. Donc, après, on l'a plumé, on l'a vidé. Et c'était des choses normales. Et puis voilà. Tout ça, ça a changé. Donc, les petites communes se sont vidées. Les gens sont partis travailler à la ville. Ils reviennent habiter dans nos petites communes maintenant, mais ils vivent comme à la ville. L'information, c'est plus la famille qui la donne, c'est la télévision. L'approvisionnement, c'est plus la ferme, c'est le supermarché. Le champ de la poule, du coq, du dindon ou du cochon, c'est le même. Les gens qui habitent dans les grandes villes, comment ça s'appelle ça, les grandes Bordeaux, Toulouse, les mégapoles, etc. Et donc, ceux qui vivent entre télévision et supermarché, eh bien, donc, qu'est-ce qu'ils connaissent du champ de la poule et du dindon? Quand ils prennent donc la viande, c'est dans la vitrine réfrigérée, donc sous vide. On touche du plastique, on ne touche plus la viande, on la met dans le caddie. Et le champ de la poule et du dindon, ça fait bip. Et si vous en prenez deux, ça fait bip bip. Donc vous avez compris que l'éducation donc, du consommateur a beaucoup changé. Et forcément, aujourd'hui, quand on dit à un gamin, c'était bon le lapin, ah, il était fameux. Et si vous lui faites, parce qu'il n'a jamais vu de lapin encore, vivant, quand vous allez lui faire voir le lapin, vous lui dites, ben, finalement, tu vois, un lapin c'est ça, et c'est comme ça donc dans l'assiette, hein. Et donc après, il y a un transfert d'affection, effectivement, qui se fait, donc, je pense, des animaux domestiques destinés à l'alimentation humaine vers des animaux de compagnie, quoi. Et c'est un phénomène de société, et il faut faire avec. Et à mon sens, ce qui nous casse à nous, les producteurs, en vente directe par exemple, mais les producteurs industriels pareil, quoi, c'est que, si vous voulez, les conditions d'élevage sont vraiment catastrophiques, quoi, hein. Par exemple, donc, je crois que le poulet standard lambda, premier prix vendu à 6,50 € sur le marché, grillé, etc. Vous savez combien il y en a au mètre carré? 22 poulets au mètre carré. Donc, si vous voulez, donc c'est vraiment beaucoup. Et quand les gens ils voient ça à la télé, c'est vraiment pas terrible du tout, du tout, du tout. Et voilà pourquoi ils sont sous antibiotiques non-stop, parce que la concentration est très, très forte. On retrouve le même problème économique avec le même problème sanitaire. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Oui, bonjour. Alors, moi aussi, je suis éleveuse, pareil, dans une toute petite ferme. Du coup, on a 5 vaches laitières. Donc, on fait du fromage avec nos 5 vaches. 3 blondes pour l'instant, un petit peu de brebis, un petit peu de cochon. Bon, la ferme au complet. Ça fait pas longtemps que j'ai repris, donc je me suis pas encore située au niveau abattage, etc. parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'eux, mais je sais que ça va venir. Et c'est pareil, moi j'aimerais bien creuser la question parce que finalement on n'est pas beaucoup de petits éleveurs à vouloir abattre nos animaux à la ferme. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup, mais qui franchissent le cap de le faire ou pas, pour l'instant non. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait quelques vétérinaires détachés qui puissent avoir le fameux cachet qui maintenant est disponible que dans les abattoirs? Est-ce qu'eux ne pourraient pas finalement qu'il y en ait un par département, parce qu'on ne serait pas beaucoup à le faire, et voilà, un vétérinaire qui puisse avoir l'agrément pour faire ça, pour dire bah oui, cet animal est sain, on peut le faire consommer par les humains. Voilà. Moi, pour en avoir parlé avec le vétérinaire qui vient sur la ferme, il n'est pas prêt à prendre le risque. Après, il est d'accord avec mes choix. Il estime qu'effectivement, pour l'animal, c'est la meilleure solution par rapport au stress occasionné et tout. Je lui explique comment je travaille, parce que, comme je disais tout à l'heure, du début jusqu'à la fin, je m'entoure des personnes. Je ne me dédouane pas, je participe, mais je m'entoure des personnes compétentes pour que à chaque étape soit réalisée par un professionnel. C'est-à-dire que je fais faire l'abattage par un professionnel. Et après, pour la découpe, c'est pareil, je prends un boucher. De manière à ce que le consommateur se retrouve avec quelque chose de qualité et que l'animal soit pas, qu'il n'y ait pas de gâchis, quoi. On a quand même pris une vie. Donc voilà. Et donc on en mange moins, mais on mange quelque chose de bien, quoi. Après, les vétérinaires, évidemment, il va falloir qu'ils se positionnent. Et tout comme nous, on s'est positionné, qu'on assume, qu'on fait des choix,